Merci Bonjour. d'avoir accepté cette interview. Alors, avec Anne Beaufumé et Jérôme Bondu, nous venons de publier un livre qui s'intitule La plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité. Alors, pourquoi ce livre et pourquoi cette interview? Dans un premier temps, on a fait le constat qu'on vit une période actuellement pleine d'incertitudes, voire d'incertitudes totales, avec des changements qui s'accélèrent depuis une vingtaine d'années, énormément d'innovations. Alors, on entend parler d'Internet, d'intelligence artificielle, de métavers, de fusion nucléaire, big data, technologie, biotechnologie, cybersécurité, GAFAM, et de nouveaux équilibres géopolitiques qui sont en train de se mettre en place. Et il est très difficile de s'y retrouver dans tout ce qu'on peut entendre ou lire. Alors, nous sommes trois spécialistes de la veille économique, et technologique et sociologique, et on se rend bien compte comment il est difficile pour le grand public, comme pour les professionnels, d'appréhender tous ces changements. Beaucoup de gens paraissent perdus. Et d'un autre côté, la vulgarisation n'est pas si évidente parce que c'est difficile d'expliquer les concepts, ou en tout cas vers quoi on va. Donc, on a voulu rendre le livre accessible et donner les clés pour décrypter ces bouleversements que nous vivons aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est de faire partager à tous ceux qui ont envie de comprendre ce qui se passe et notre vision de la manière dont tous ces changements, ces révolutions s'imbriquent, s'enchevêtrent et vont avoir des impacts majeurs sur leur vie. Pour rendre ces questions vivantes, nous avons décidé, à travers des interviews d'experts comme celles que nous faisons ensemble, de faire des focus particuliers sur certains thèmes, comme le prolongement du livre et puis de la mise en perspective de certaines des révolutions que nous abordons. Donc, Julien Métayer, rebonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? En quelques mots, j'ai 45 ans déjà, ce qui est un âge avancé pour un informaticien, mais pas encore sur le retour. Et j'ai la chance d'exercer le métier de consultant en cybersécurité, dont le travail consiste en particulier à faire des tests d'intrusion sur les systèmes d'information qu'on appelle le pen testing, mais également de faire de la sensibilisation en entreprise sur les dangers cyber d'une manière générale et également d'accompagner les entreprises dans la gestion de leurs incidents pour les conseiller, les orienter sur les bonnes décisions à prendre en cas de piratage, de ransomware ou d'attaque. D'accord. Donc, quelle est, selon vous, la technologie ou la découverte, s'il y en a une, qui vous semble de nature à changer le monde? Récent ou tout passé? C'est une bonne question. Ben, répondons aux Aujourd'hui, deux. ce qui a clairement changé le monde, c'est la mise en réseau des ordinateurs. Alors, ça date pas d'hier, bien sûr, on parle d'une bonne trentaine d'années maintenant, mais ce qui était au départ une belle innovation technologique et scientifique est devenu aujourd'hui, on va presque dire un mode de vie pour la plupart des utilisateurs et l'outil principal d'ailleurs pour faire un ensemble de choses qu'on faisait autrefois différemment, faire ses courses, regarder la télévision, consulter ses messages. Donc, Internet a clairement remplacé beaucoup de choses depuis toutes ces années. Et du coup, c'est devenu également le vecteur de déploiement de la cybermalveillance. Forcément, les transactions se faisant de plus en plus en ligne. Les anciens braqueurs de banque à l'ancienne avec cagoule et voiture aujourd'hui sont équipés de clavier et de souris parce que c'est quand même beaucoup moins dangereux et le terrain de jeu est tout aussi vaste. Donc pour moi, vraiment, la mise en réseau, ça a été le tournant majeur de ces dernières années sur la manière de vivre et sur les dangers qui y sont associés. Alors, est-ce qu'on pourrait éventuellement se risquer à quelques définitions assez rapides? Alors, ce n'est pas évident, mais je vous demanderai de faire des définitions simples de mots-clés comme le hacking et le hacking éthique, la cybersécurité offensive et défensive, et peut-être pousser jusqu'à la cyberguerre. Est-ce qu'on peut expliquer très rapidement ces différents concepts? Alors très rapidement, c'est vrai qu'on peut y passer beaucoup, beaucoup de temps. Je vais essayer d'être synthétique. Derrière le thème hacking ou hacker, on peut classer beaucoup de choses. Quelque part, chaque profil de hacker a ses propres intérêts, a ses propres activités,
qu'elles soient légales ou illégales. Donc, on va retrouver, pour ne citer que ces profils-là, il en existe bien d'autres, le hacker éthique, dont on va parler un petit peu plus longuement juste après, le cyber malveillant qui va effectivement tenter de gagner de l'argent ou d'obtenir des informations en vue de gagner de l'argent. Donc, on parle de délinquance. Ça peut être également le plaisir du challenge, ça peut être le plaisir d'avoir simplement passé une barrière réputée impénétrable. Les intérêts et les profils des hackers sont très variés. Là encore, on pourrait passer des heures à faire du profiling psychologique, mais c'est pas le sujet. On va parler essentiellement de hacking éthique. Le hacking éthique, ce sont des informaticiens, pour généraliser, qui ont pris le parti de dire pour bien se défendre, il faut connaître les attaques. C'est-à-dire, il faut pouvoir comprendre comment va fonctionner un hacker de manière à pouvoir mettre en place les défenses pour protéger une entreprise, une base de données ou une information ou des transactions. Et pour cela, il faut être capable de se comporter comme un hacker, et c'est-à-dire d'aider les entreprises en simulant quelque part des attaques dans un but bienveillant pour pouvoir mettre en avant des vulnérabilités ou des faiblesses au niveau de l'informatique d'une part, mais pas que, ça peut être également au niveau des processus de l'entreprise ou même des particuliers. Donc, le hacker éthique respecte la réglementation numérique, c'est-à-dire qu'il ne mène aucune action malveillante et en aucun cas il n'intervient sur un système d'information sans bien sûr y avoir été invité par contrat contresigné de tous les intervenants de cette simulation. D'accord. En ce qui concerne la cybersécurité, donc il existe deux types de cybersécurité bien distincts. Alors on a coutume dans notre jargon de les appeler les bleus et les rouges. Hein, c'est un petit peu donc le Comme bleu, les pilules de Matrix, quoi. Ouais, un petit peu, c'est ça. Mais les deux sont très réels, hein. Il n'y a aucun n'est simulé. Le bleu va plutôt représenter la partie défensive, c'est-à-dire les équipes qui se chargent de sécuriser les serveurs, les réseaux, les données. Et la partie rouge, la partie offensive, donc les hackers éthiques, les pen testers, comme on se fait plus régulièrement appeler, et qui vont effectivement travailler de pair avec les équipes bleues pour simuler des attaques ou simuler des intrusions et les aider ainsi à fermer correctement les portes. On a après plein de déclinaisons d'autres couleurs. Alors, le bleu et le rouge a donné du violet, qui sont les gens qui font un petit peu les deux, du vert, qui sont les gens. Bon, après, on est dans du marginal, mais le bleu et le rouge aujourd'hui représentent les deux pôles de la cybersécurité qui travaillent de plus en plus main dans la main. Le bleu est très développé en France depuis des années, hein, bien sûr, depuis la création des réseaux. En revanche, le rouge est assez récent. C'est très, très américain comme approche aujourd'hui d'éprouver les sécurités des systèmes d'information. Donc, on est, pas les balbutiements, mais ça fait une grosse dizaine d'années que le pen testing et les opérations rouges sont un petit peu connues des entreprises. Et enfin, pour parler de la cyberguerre, je crois que l'actualité aujourd'hui est suffisamment riche pour pouvoir évoquer le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il y a une deuxième guerre qui se fait aujourd'hui clairement sur les réseaux. Hein, on le voit sur tous les forums un peu spécialisés, que ce soit sur le Darknet ou même simplement sur des forums russes. Il y a une guerre qui s'est mise en place entre, on va dire, la Russie et le reste du monde. C'est-à-dire que la Russie a eu pendant des années cette très mauvaise habitude de laisser un petit peu les groupes de hackers vivre leur vie, vivre de leur business un peu tranquillement sans trop les inquiéter, avec une contrepartie un peu sous-entendue de leur dire si un jour on a besoin de vous, vous serez priés de vous rendre disponible. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On entend parler du terme APT, qui signifie, ce sont des groupes de hackers en fait qui sont organisés, qui sont des vraies armées, hein, parce qu'il y en a qui sont assez nombreux, et dont on suppose qu'ils sont financés, accompagnés par les États tiers. Et aujourd'hui, les attaques entre entreprises privées sont clairement bien souvent mandatées par des États tiers, hein, sans aucune certitude, bien sûr. Hein, on est sous le couvert
on se doute que, tout le monde sait que, mais personne n'est capable de le prouver. Mais aujourd'hui, voilà, on sait que une grande majorité des attaques, par exemple cyber à destination de l'Ukraine, bon, on sait très bien d'où elles viennent, qui et par qui elles ont été orchestrées. Alors, justement, par rapport à ça, est-ce qu'on peut éventuellement se dire, alors Russie reste du monde, on l'a bien compris, par contre, est-ce qu'on peut se dire par rapport à l'ensemble du monde, si on est dans un contexte neutre, hein, qui ne serait pas celui de la guerre actuelle d'Ukraine, et encore faut-il pouvoir dire qu'on peut être neutre, est-ce qu'on peut dire quels groupes ou quels États sont à la pointe en matière de capacité à la fois de cybersécurité et de hacking? Alors, c'est une bonne question. J'ai envie de dire les meilleurs groupes, c'est ceux dont on n'entend pas parler. C'est ceux qui sont suffisamment discrets pour rester sous les radars. Il est de notoriété aujourd'hui que les États comme Israël, par exemple, sont très équipés et très discrets sur ces sujets-là, et on en entend assez rarement parler puisqu'il n'y a pas forcément de malveillance visible de leurs actions. Si on peut parler des pays un peu plus visibles, les grands gagnants, la Russie, on en a parlé bien entendu, mais on a également la Corée du Nord, on a l'Iran, on a des pays comme la Chine, d'où aujourd'hui viennent, je n'ai pas les stats en tête, mais probablement une forte majorité des attaques, en tout cas à destination de l'Occident. Et j'avais envie de dire probablement exactement la même chose dans l'autre sens, puisque aujourd'hui, les Américains et les Européens se défendent des attaques en menant également de leur côté, mais au niveau d'informations occidentales qu'on a, bien sûr, ça n'existe pas. Donc maintenant qu'on a parlé effectivement de ces capacités au niveau des États, est-ce qu'on peut concrètement détailler ce que c'est une attaque? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une attaque? Concrètement, qu'est-ce qui se passe pour un État ou une entreprise par rapport à ces attaques, et quel poids ça a aujourd'hui dans les relations internationales et les guerres potentielles en cours ou à venir? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs types de cibles aujourd'hui que ces groupes, que les APT vont vouloir viser. Un, ça va être des cibles dites publiques et ou visibles. L'objectif étant de marquer l'intrusion, de marquer une domination. Par exemple, modifier un site internet public ou un service public ou extraire des données, par exemple, d'une base de données d'un service public. Ça, c'est la première cible. La deuxième, ça va être les infrastructures essentielles d'un pays. On va retrouver, par exemple, les réseaux d'hôpitaux. On va retrouver les réseaux, tout ce qui est lié à l'énergie, tout ce qui est lié aux échanges, d'ailleurs, informatiques d'une manière générale. Un exemple très simple, alors qui n'est pas un exemple cyber, mais qui en est un. Il y a 3 jours, il y a eu un incident coordonné sur des fibres optiques des réseaux des fournisseurs d'accès Internet en France. Et il y a eu des coupures de câbles qui ont lieu physiquement à 3 endroits différents en France, de manière clairement synchronisée. Alors, difficile de mettre un nom sur qui a fait quoi. Ça peut être tout à fait une menace interne comme une menace externe. Mais aujourd'hui, ça va viser les infrastructures de communication, les infrastructures liées aux hôpitaux. Pourquoi? Parce que les hôpitaux manquent de moyens aussi pour se protéger, donc sont des cibles faciles avec une informatique et des réseaux vieillissants et ont difficilement les capacités de se protéger correctement. Et puis ensuite, ça va être les grandes entreprises. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on est un hacker chinois, effectivement, on va connaître les grandes entreprises françaises. Donc, on va aller s'attaquer, je ne sais pas, à LVMH, à Adidas, à EDF, à des entreprises connues internationalement et ce qui en fait des cibles par définition. Il y a aujourd'hui l'objectif, d'une manière générale, est financier. On a une grosse partie des attaques qui sont liées à de la récupération de données dont le but est soit de les exploiter sous la forme d'espionnage industriel, soit simplement d'en faire la revente ou du rançonnage. Le but étant bien sûr
de financer ces groupes et ces évolutions à travers ces actions. On a un deuxième type d'attaque qui cherche à paralyser des systèmes d'information qu'on appelle des DOS, des DDoS, quand ils sont faits à travers des réseaux en fait, de multiples machines. Et là, le but est clairement d'arrêter le fonctionnement. Alors, ça peut être un système industriel, ça peut être un système de communication, ça peut être un système de contrôle d'armement, hein, comme j'imagine que ce sont des choses qui doivent être en tout cas fortement recherchées aujourd'hui. Donc l'impact, il est fort parce que on sait d'où viennent les attaques. Aujourd'hui, les services d'information français sont capables de détecter, d'abord, on surveille de près, bien sûr, aujourd'hui les groupes et ce qu'ils font et où ils sont, mais sans jamais pouvoir avoir la certitude de dire ah, c'est tel État ou tel État qui a attaqué. On est toujours sur un groupe de hackers un petit peu freelance dont on ne sait pas forcément clairement, ou en tout cas on ne peut pas prouver aujourd'hui qui est derrière en termes de financement ou de support. Donc, diplomatiquement, il est très délicat aujourd'hui d'aller voir des pays comme la Chine et comme la Russie, surtout en ce moment, en disant voilà, vous nous avez attaqué, c'est une cyberguerre, nous allons réagir. Donc, tout ça se fait très officieusement entre groupes, entre services d'information, sans qu'il y ait forcément de communication autour de ça. En termes de sécurité, est-ce que des technologies comme la blockchain peuvent avoir un impact fort dans les années qui viennent en termes justement de sécurité? Sécurité des logiciels, sécurité des comptes, des wallets, des différentes personnes? Alors, on parle de la blockchain ou on parle des crypto-monnaies, qui sont quand même deux choses très différentes. Alors, on parle de la blockchain qui permet potentiellement de sécuriser effectivement des logiciels et on parle évidemment donc des crypto-monnaies liées aux blockchains parce qu'effectivement, il y a toujours une blockchain derrière une crypto. Aujourd'hui, l'utilisation dont on commence à percevoir les possibilités au niveau de la blockchain, c'est le fait de pouvoir inscrire un petit peu dans le marbre, on va dire, une opération, qu'elle soit financière ou que ça corresponde à l'état, par exemple, d'un document, d'une signature électronique, d'une transaction immobilière, d'une cession de propriété ou d'une cession de NFT, si on parle un petit peu des sujets d'actualité. Donc, le but étant de dire, on va inscrire dans cette espèce d'annuaire mondial et, on va dire, non modifiable de sa structure même, une information qui va être reconnue par les propres utilisateurs de cette chaîne. C'est le principe de la blockchain, c'est il y a une majorité de gens qui valident l'opération qui est soumise à la blockchain, la considèrent comme réelle et confirmée, et elle est ensuite inscrite dans le marbre et répliquée au niveau des gens qui utilisent la blockchain. Ça, c'est valable à partir du moment où la population qui va être utilisateur de la blockchain est suffisamment variée. Aujourd'hui, par exemple, je reviens un petit peu sur la notion de cyberguerre. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, la Chine tente à essayer, par exemple, de devenir propriétaire de plus de 51% de la blockchain du Bitcoin. Et aujourd'hui, alors là, ça sera la limite de mon analyse politique, mais on ne sait pas aujourd'hui ce que peut entraîner le fait qu'une blockchain censée être indépendante et internationale soit contrôlée finalement en majorité par un État. Est-ce que le but est le contrôle de la crypto-monnaie? Est-ce que le but est la destruction de la crypto-monnaie? On ne connaît pas les desseins aujourd'hui politiques de ce type d'action. Euh, Après, le Bitcoin est une des blockchains. Il en existe beaucoup d'autres, y compris des blockchains privées. Mais pour qu'une blockchain soit considérée comme un outil fiable d'authentification de transactions, il faut qu'il y ait suffisamment d'utilisateurs. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on s'appuie sur celle des crypto-monnaies parce que ce sont les plus utilisées, bien sûr. Euh, il y a eu aujourd'hui quelques exemples dans le passé de hacking de certaines blockchains présentant des faiblesses
de fonctionnement. Alors, c'est pas ma spécialité, la blockchain, donc je me garderai bien de rentrer dans le détail, mais il y a eu des cas avérés aujourd'hui de hacking de blockchain. Donc, on sait que c'est possible. Ça demande un niveau de technicité et de puissance de calcul important, mais rien qui ne soit aujourd'hui inaccessible à un État tiers, par exemple. D'accord. On peut passer à une autre question qui va être un peu plus dans la perspective, dans les projections. Est-ce que je pourrais vous demander comment vous imaginez le monde dans 10 ans? 10 ans en temps Internet, c'est une éternité. Euh, je vous répondrai bien à une phrase classique qu'on sort en général en entretien quand on a ce type de questions, c'est bien malin qui peut savoir où il sera dans 10 ans. Euh, c'est une excellente question. Je pense que les réseaux, d'une manière générale, vont prendre encore plus d'ampleur que ce qu'ils sont aujourd'hui. L'intégration de l'interconnexion sera dans beaucoup d'objets du quotidien. Aujourd'hui, on a beaucoup d'objets connectés, bien sûr, mais ça reste encore quelque part des choses de geek. On n'est pas encore dans l'utilisation massive et permanente des outils connectés, mais ça sera le cas bientôt. Je pense qu'aujourd'hui, la France a raison de faire attention à ce que deviennent les données personnelles de ses compatriotes. Je pense que c'est une problématique qui est très franco-française, alors européenne un petit peu plus maintenant. Mais je pense qu'on va aller sur un marché de la data qui va prendre de l'ampleur et des guerres qui vont se passer quasiment à 100% aujourd'hui sur les réseaux, puisque c'est quand même beaucoup plus simple d'acheter des ordinateurs que d'envoyer des troupes sur un terrain. Je parle d'économie occidentale. Est-ce que tous les pays auront une évolution fulgurante telle qu'on l'a connue ces dernières années? J'en doute. Je pense qu'on aura rapidement des différences de niveau d'informatisation entre des pays comme l'Afrique, l'Asie, enfin certains pays d'Asie. Et ça sera également en fonction des régimes pilotant ces pays qui dira oui ou non, vous avez accès à une information libre ou vous n'avez pas accès à une information libre. Et on va avoir vraiment des séparations importantes et probablement une segmentation du réseau Internet. Il va y avoir un réseau à terme certainement pour les professionnels, un petit peu décorrélé du particulier. On va avoir des réseaux d'État pour ne soit sécuriser ou contrôler l'information. Je suis très inquiet sur la globalité du réseau Internet aujourd'hui. D'accord. Alors, l'inquiétude, on l'a bien noté. Effectivement, on n'a été pas forcément toujours très positif dans l'interview. Et j'ai envie aussi de rattacher notre interview à la dernière partie du livre qui sont les perspectives. Et effectivement, l'idée, c'est aussi d'avoir une logique de perspective positive. Et dans cette perspective, quel conseil donneriez-vous à un jeune aujourd'hui pour affronter, entre guillemets, le monde qui vient et qu'est-ce qui vous semble comme déterminant pour un jeune aujourd'hui qui peut avoir entre 10 et 15 ans, même un peu plus jeune, parce que c'est là où il commence allez, on va dire entre 5 et 15 ans à avoir une dynamique numérique. Est-ce que vous auriez des conseils à donner et lesquels? J'ai envie de dire, mon papa m'a donné ses conseils il y a une trentaine d'années quand j'ai commencé à faire mes études et qui sont toujours les deux bons, c'est intéressez-vous à l'informatique et à l'anglais. Ça, c'est la première chose. Difficile aujourd'hui de concevoir un travail sans ces deux aspects-là. L'informatique fera partie de la vie professionnelle d'une manière ou d'une autre. C'est déjà le cas dans beaucoup de métiers et ça sera incontournable par la suite. Le deuxième conseil que je dirais, c'est de dire intéressez-vous à l'histoire un petit peu d'Internet, parce que pour comprendre ce qu'on vit en ce moment, il faut comprendre d'où l'on vient et regarder un peu comment s'est créé Internet, comment les réseaux qui surtout a impulsé certaines évolutions technologiques, qu'elles soient d'ordre privé ou d'ordre public, et surtout ne sous-estimez pas l'importance de la cybersécurité. Aujourd'hui, moi, ce que je peux constater,
En particulier, par exemple, quand je fais de l'accompagnement d'adolescents qui rencontrent des problèmes de cyberharcèlement ou ce genre de choses, on retrouve toujours la même chose, c'est on n'a pas suffisamment accordé d'attention à ces sujets-là au moment où on nous en a parlé. Et de la même façon qu'il y a de la prévention, par exemple, pour les incendies, écoutez ce qu'on dit en cours de prévention sur la cybersécurité, parce que ça sera votre monde de demain et ces problématiques-là resteront en place. Après, pour être très positif, j'entends l'argument d'essayer voilà, de penser aux perspectives positives de l'évolution dans 10 ans. Bien sûr, aujourd'hui, la médecine va pouvoir hériter de ces technologies-là pour faire des opérations à distance, avoir accès à des informations ou du partage d'informations entre professionnels sur un certain nombre de sujets. Mine de rien, l'époque Covid a considérablement mis un coup de boost à l'utilisation d'Internet et des réseaux. Voyons le côté positif du Covid, ça aura au moins servi à ça. Je pense aujourd'hui il faut être conscient de ce que va être l'avenir. Et puis, je vais faire un petit conseil un petit peu de vieux, c'est de dire, sachez aussi déconnecter de temps en temps. Il y a des gens très sympas dans la rue, sortez un petit peu des réseaux sociaux. Ça, voilà, faut quand même garder un peu les pieds sur terre sur ces sujets-là. Vivez l'expérience réelle, quoi. Oui, c'est un très beau jeu. La réalité, c'est très bien fait. Il y a une belle définition et on peut être surpris par les scénarios. Bon, ben, c'est sur cette note d'espoir, en tout cas, et de conseils pour les jeunes générations qu'on va vous remercier et qu'on va finir cette interview. Donc, je vous dis merci encore et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Jérôme.